Vous êtes peu nombreux, mais ça va être une très très belle soirée, parce que je suis absolument enchantée, Bruno, de te recevoir au Théâtre de la Reine Blanche, qui est un lieu qui m'est cher. Tu passes après des auteurs voilà, qui sont chers à mon cœur et toujours d'une qualité exceptionnelle, et ton œuvre, on va l'entendre, est éblouissante. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas parfaitement encore, je te présente rapidement. Tu es écrivain, historien, maître de conférences à l'Institut des sciences politiques de Paris, où d'ailleurs tu as fait tes études, de brillantes études. Tu as été longtemps rédacteur des débats à l'Assemblée nationale et actuellement tu occupes un poste un peu privilégié. C'est toi qui rédiges les discours du président, c'est ça, de l'Assemblée? Il n'y a pas de privilège de l'Assemblée, c'est une institution républicaine, mais j'ai pour tâche, pour fonction, entre autres, de rédiger des discours, effectivement, puis d'essayer de mettre en valeur tout ce qui est l'histoire et le très riche patrimoine de l'Assemblée nationale. En 20 ans, tu as, oui, 20 ans, 25, je ne sais pas, tu as publié une trentaine de livres, aussi érudits que drôles, d'une profondeur rare et d'une élégance singulière, parce que tous ces livres, ces 30 livres, ils sont comme toi, inclassables, dandy et très secrets. Je vais te mettre très mal à l'aise ce soir, c'est le but de la soirée. Voilà. Alors, on ne va pas avoir le temps de parler de tous tes livres dans le détail, mais j'ai choisi de dialoguer avec toi autour de grands thèmes qui les parcourent, qui y sont récurrents. Voici le premier thème que je choisis pour dialoguer avec toi, c'est le secret, la littérature du secret. Je pense que c'est assez fondateur dans ton entreprise littéraire. Si je ne fais que énumérer un certain nombre de titres des livres de Bruno Fullini, cela donne Dans les secrets de la police, 4 siècles d'histoire, de crimes et de faits divers. Mata Hari, les vies insolentes de l'agent H21. La police des écrivains. Dans les archives inédites des services secrets, un siècle d'histoire et d'espionnage français. Nous avons aussi La France rouge, un siècle d'histoire dans les archives du PCF, Parti communiste français. Le livre des espions. Nous avons aussi Secret d'État, les grands dossiers du ministère de l'Intérieur. C'était à l'Iconoclaste en 2014. Et plus récemment, le musée secret de la police en 2015. Alors, Bruno, pourquoi cette fascination pour le secret? De quel secret s'agit-il? Et ce secret, qu'est-ce qu'il te permet sur le plan littéraire? C'est surtout ça qui m'intéresse. Alors bien sûr, il y a un paradoxe, parce que lorsqu'on publie un livre avec le mot secret, c'est que le secret a du plomb dans l'aile. On va publier les choses. Et donc, c'est ça que j'aime bien, c'est traquer le secret pour qu'il cesse d'être secret. Donc il y a un côté un petit peu jeu de piste, ou jeu tout court, avec l'idée que finalement, au fond de tout cela, il y a tellement de livres qui paraissent que si on publie un livre, si on a l'outrecuidance de publier un livre supplémentaire, il faut qu'on révèle quelque chose. Et c'est particulièrement vrai en histoire. Sur le fond, il serait facile de publier la 28e biographie de Gambetta en mettant un petit peu dans un ordre différent, ce que tout le monde sait déjà depuis très longtemps. Je trouve plus pétillant d'aller chercher un peu la petite bête, d'aller regarder là où personne n'a regardé, d'aller sortir des documents qui n'ont jamais été publiés pour les partager, les faire connaître et puis en tirer quelques enseignements. Alors ça, c'est la dimension, je dirais, historique. Et puis il y a une dimension de jeu aussi. C'est vrai que ces secrets, ils gisent quelque part. Si on veut comprendre un petit peu ce qui s'est passé à tel lieu, à tel moment, que ce soit anecdotique ou qu'on soit dans la grande histoire, bien, il faut fouiller. Et c'est là qu'il y a tout un travail qui vient avant l'écriture, mais dont l'écriture découle directement, et qui a un petit côté enquête policière. On va voir des gens, on pousse des portes, on pose des questions, il y a tout un poker menteur qui se fait, et qui fait qu'à un moment, voilà, alors ça ne marche pas toujours, hein, mais à un moment, on a la chance d'arriver à la boîte à secret, au dossier que personne n'a vu, au document qui jette un jour complètement nouveau sur un événement, sur un personnage. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Parmi tous ces livres que tu as cités, c'est vrai qu'il y en a un qui est particulièrement cher à mon cœur, c'est celui sur les archives des services secrets, parce que c'était tout simplement la première fois que les services de renseignement français acceptaient
de laisser publier par un historien des documents qui venaient de leur fond à eux. Hein, s'il y a vraiment une enceinte secrète, c'est celle des SR français, eh bien, voilà, j'ai pu obtenir un certain nombre de documents, d'objets, de photographies, toutes sortes de choses que j'ai pu rendre publiques, et ça c'est un petit titre de gloire, une satisfaction. Si c'est le secret qui t'a le plus ébloui, oui, parce que ça avait quelque chose à la base d'un peu inaccessible, d'un peu impossible, et donc quand le livre arrive en librairie, on se dit voilà. Et puis c'est vrai aussi que ces recherches, comment dirais-je, le secret attire le secret, la recherche débouche toujours sur une autre recherche, on n'a jamais fini. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, voilà, c'est en travaillant sur les documents de la police que par capillarité je suis arrivé aux documents du renseignement intérieur qui m'ont amené aux documents du renseignement extérieur, encore plus secret. Et donc la question c'est de savoir où ça s'arrête. Mais ta démarche est par moments de type scientifique, presque même universitaire, hein, puisque c'est dans les archives inédites des services secrets, un siècle d'histoire et d'espionnage français. Dans la préface, tu signifies bien qu'un document, ça peut mentir parfois. Oui. Et tu fais tout un travail d'investigation pour faire sortir la vérité de ce qui pourrait être un trompe-l'œil, une mystification. Là, il y a quelque chose. Toi qui es si... C'est compliqué parce que c'est vrai que moi qui suis un peu indépendant, je ne me suis jamais, comment dirais-je, engagé dans un cadre universitaire strict. Pourquoi t'aimerais pas le faire? Parce que ça a un côté, je trouve, bureaucratique, pénible, dont je n'ai aucune envie, dont je n'ai jamais eu envie, même étudiant. Pourtant, tu es professeur à l'Institut des sciences politiques. Je suis maître de conférence. Tu es maître de conférence. Donc ça te laisse plus de liberté. C'est un travail d'enseignement, c'est pas un travail de recherche. Je trouve que quand on fait une recherche, il faut être libre. J'ai vu trop d'universitaires qui soit cadraient trop leurs étudiants, soit carrément profitaient d'eux en leur piquant leurs découvertes parce qu'eux considéraient que, passé l'âge de 30 ans, ils n'avaient plus à se salir les mains en ouvrant des boîtes d'archives. Bon, c'est des choses dont je n'ai pas envie. J'ai pas envie ni de me comporter comme ça, ni de subir ça. Et puis, bon, il y a... En tout cas, ma démarche est complètement différente. Donc à partir de là, je travaille de façon totalement indépendante, mais ça n'empêche pas d'être sérieux. Et c'est pour ça qu'au début, ça a été compliqué pour moi même de publier, parce que pour beaucoup d'éditeurs, les sujets que je leur proposais étaient intéressants, mais ils ne savaient pas trop où les classer. Et ils savaient que derrière, les libraires auraient du mal aussi à classer ces bouquins. C'est pas de la littérature dans la mesure où c'est pas de la fiction. C'est pas de l'histoire dans la mesure où c'est des archives et où c'est des recherches avec une dimension quand même assez personnelle aussi dans l'approche en quelque sorte. Et en revanche, je pense que ça fait progresser la connaissance historique, je prétends cela, dans la mesure où ça rend public des documents qui ne l'étaient pas et où, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de dire « j'ai la vérité, j'ai trouvé un document, donc ce qui est dedans, c'est la vérité ». Ça, ce serait complètement naïf. Et c'est vrai que j'ai mis cet avertissement au début de ce livre parce qu'il y a des fois un peu une pensée magique de l'archive. Et surtout quand l'archive a une estampille officielle et émane d'un service de police ou d'un service de renseignement. Donc il faut faire attention. Parfois, les enquêteurs se trompent. Parfois, vous avez un document de synthèse qui reprend des choses qui sont tout simplement des ragots. Alors bien sûr, des ragots, une fois qu'ils sont dactylographiés sur un papier en tête, ça a l'air d'une vérité, mais ça ne l'est pas forcément. Il faut croiser ça avec d'autres sources. Parfois aussi, c'est rare, mais ça arrive, on a des enquêteurs malveillants qui, pour des raisons soit politiques, soit personnelles, cherchent à charger un individu parce qu'ils lui en veulent ou pour protéger quelqu'un d'autre. Donc là aussi, on a parfois des documents très tendancieux et il faut apprendre à repérer ça. Alors, un élément de ta biographie, maintenant que tes lecteurs ne connaissent peut-être pas encore, quand tu étais étudiant à Sciences Po, tu as fondé un syndicat qui avait pour nom le Rentier Lumineux. Alors je crois que l'adage de ce syndicat, c'était « amour et progrès ». Et à cette époque-là, dans les années 90, on t'a vu, toi et tes camarades inscrits au Rentier Lumineux, sautiller dans les jardins de Sciences Po en distribuant des tracts. Tu étais, je crois, accompagné, vous les garçons, accompagnés de jeunes femmes habillées en soie.
soubrette. Alors, est-ce que tu peux nous parler du Rentier lumineux, de ces jeunes femmes habillées en soubrette? Je crois que la chose aujourd'hui avec MeToo, etc., ça ne serait plus possible. Qu'est-ce que c'est que déjà à l'époque, ça avait été vu de façon un petit peu... Un syndicat bouffon, je crois me souvenir que tu disais ça. Alors c'était bouffon, mais en même temps on surjouait le sérieux. Bon, je crois que le lien entre tous ceux qui ont participé à cette aventure, c'était une vraie fascination pour le 19e siècle. Oui. Et donc l'idée c'était de revenir un petit peu aux sources. L'inspiration, c'est une liste, hein, chaque année à Sciences Po il y a des élections syndicales. Alors il y a des syndicats qu'on retrouve dans d'autres établissements type UNEF, et puis il y a des listes plus indépendantes. Alors nous n'avions pas cherché à faire la liste hyper comique, c'était plus un peu pince sans rire, un peu aigre-doux, et nous nous étions donné une ligne qui était celle du fourriérisme. Donc nous avions puisé des éléments de notre programme dans le socialisme utopique de Charles Fourier, mais adapté à la sauce Sciences Po. Et puis ce qu'on a complètement oublié, c'est que le socialisme utopique, donc avant Marx, était un socialisme très poétique en fait, et avec des influences très diverses, y compris des influences qui venaient du monde plutôt de l'occultisme, de la maçonnerie, etc. Donc avec un goût un peu singulier et un peu bizarre pour les symboles, pour le surnaturel, pour... Je me souviens de l'image du Rentier, c'était Fourier dans une espèce de nimbe, de rayon, comme ça, on aurait dit une espèce de truc franc-maçon, oui, en fait, très étrange. Oui. Fourier, c'est un président de la République complètement nul. Alors Charles Fourier était un philosophe du 19e siècle, mais nous l'avions un petit peu amalgamé, parce que le problème de Fourier, c'est qu'il avait une très sale tête. Fourier n'avait vraiment pas le visage de ses théories, et je pense que c'était quelqu'un qui a dû vivre vraiment dans la frustration, parce que lui promettait des orgies perpétuelles, des petits pâtés aux viandes très odorants, du vin à profusion. Enfin, quand on le lit, on plane, véritablement, c'est extraordinaire. Et lorsqu'on voit son portrait, on a une espèce de vieux comptable méchant avec les dents serrées. Bon, c'est quelqu'un qui a dû vraiment vivre toute sa vie un déchirement entre ce dont il rêvait et puis son quotidien et son époque, etc. Et donc du coup, c'était pas un visage très sympathique. Alors, il y a bien sûr un lien entre le fourriérisme et puis le républicanisme du 19e siècle. Dans une brocante, à cette époque-là, j'avais eu le bonheur de trouver une magnifique carte postale à l'effigie du président Loubet, alors qui n'était pas vraiment un fourriériste, mais qui en tant que républicain pouvait passer pour... Et donc, sans aucun scrupule, j'avais fait un montage où on avait donc le portrait du président Émile Loubet dans un triangle environné d'une gloire. Et évidemment, quand les programmes des différents syndicats sont sortis, on a remarqué quoi. Et le directeur de l'époque, M. Lancelot, qu'est-ce qu'il pensait? C'est un homme de culture et qui avait de l'humour, donc au départ ça l'a amusé. Après, bon, évidemment, nous on faisait... Le but c'était quand même d'avoir des voix et de se faire remarquer, donc on faisait toutes sortes de conneries. Hein. Et ça a marché, puisque j'ai même été élu aux instances de cogestion de l'Institut. D'ailleurs, ils ne m'en veulent pas, puisque maintenant j'y enseigne. Donc vous voyez qu'il y a quand même une tradition d'extraordinaire tolérance et liberté intellectuelle là-bas. Et je dois dire que même nous avions un petit peu poussé, puisque ça a duré pendant 3 ans, en fait, cette histoire-là. Et puis, à la fin, je me souviens que Alain Lancelot avait un adjoint qui était un peu plus braque que lui, et qui, à un moment, excédé par diverses excentricités dont je vous fais grâce, avait fait jeter des cartons de tracts qui étaient imprimés, puisqu'en tant que syndicat représentatif, puisque j'étais élu, nous avions un quota, un droit de tirage en quelque sorte, et comme nous étions en période de révision, je n'étais pas allé chercher, j'étais totalement en tort, je n'étais pas allé chercher les 500 tracts qu'ils nous avaient imprimés. Donc au bout d'un moment, ayant marre de voir cette pile de tracts qui encombrait son bureau, il les a jetés précisément au moment où enfin je suis venu les chercher. Et donc, c'était extraordinaire, parce que non seulement j'étais délivré de la corvée de distribuer les 10 tracts, mais en plus, il y avait un scandale, il y avait une forme de censure, il y avait une atteinte évidemment inacceptable. Donc c'était fabuleux. Et à partir de là, le ton évidemment est monté. On a fait mousser l'événement autant qu'on a pu, si je peux parler d'événement pour quelque chose d'aussi picrocollant. Et puis la solution, parce qu'évidemment pour rien au monde, nous aurions voulu, après il aurait fallu aller vers un contentieux, toutes sortes de choses très embêtantes, ennuyeuses à mourir. Et donc, en bon amoureux du 19e siècle, nous nous sommes orientés vers la seule solution possible,
le duel. Et donc un jour, la secrétaire du directeur de Sciences Po, une pauvre dame, si un jour elle m'entend, je présente mes excuses, a vu arriver deux amis à moi qui s'étaient, je parlais de dandisme, qui étaient arrivés chapeautés, bottés, avec canne, chapeau, etc. Le vicomte que tu dois connaître et Jean que tu as dû croiser aussi, qui s'étaient vraiment mis sur leur 31, et donc elle voit ces deux Olébrius sortis tout droit des années 1880. Oui, nous venons voir le directeur, vous avez rendez-vous? Non. Mais vous ne pouvez pas, il est en réunion, mais je pense qu'il faut qu'il nous reçoive, c'est très important. Voilà, c'est un peu évidemment figure de circonstance, il s'agissait quand même d'un duel au moins au premier sens. À l'épée, à l'épée. J'étais offensé, donc j'avais le choix des... À l'épée, à moucheté Au premier sang. Donc non moucheté, mais au premier sang. Et c'était justement cela qu'il fallait négocier. Il fallait que le directeur désigne ses témoins pour qu'on s'accorde, qu'on choisisse le médecin, enfin toutes ces choses-là. Et donc nous avions rédigé un cartel, comme ça se fait en pareil cas, évidemment. Ce sont des habitudes qu'on a un peu perdues. C'est dommage, ça simplifierait des fois les rapports humains. Voilà. Et donc là, ils finissent par lui donner une enveloppe avec le cartel, expliquant que c'est vraiment très urgent, donc elle demande l'autorisation, elle lit le cartel. Je n'étais pas là, puisque bien sûr j'ai envoyé mes témoins, j'étais dans un café pas très loin, je les ai vus arriver, mais hilar, mais je crois que je ne les ai jamais vus aussi hilar l'un que l'autre, parce que la dame s'est littéralement liquéfiée quand elle a lu le texte et qu'il était question de se battre à l'épée, là, rapidement. Bon. Et je dois dire, bon, il est mort maintenant, le pauvre, mais qu'Alain Lancelot ne m'en a jamais voulu. Et que chaque fois que je l'ai croisé après, ça le faisait franchement rire. Il avait vraiment senti, voilà, on ne cherchait pas à l'offenser, qu'on avait trouvé une façon de régler l'incident. Alors le duel n'a pas eu lieu, il a décliné, mais je dois dire après coup que si moi j'étais directeur d'établissement et qu'un Blanc-bec se permettait d'employer ses témoins, je n'aurais peut-être pas la même patience qu'a eu le directeur de Sciences Po à l'époque. Alors, je voudrais maintenant passer avec toi à la question des listes, des répertoires, des catalogues, des dictionnaires, parce que tu sembles très, très gourmand de cela. Toujours, parce que vu qu'il y a 30 livres, on ne pourra pas parler dans le détail de tous ces livres, rien que les titres. Présentation du dictionnaire de la racaille, c'est un livre. Un autre. La parlotte de Marianne, 1000 mots d'argot politique. Un autre livre, raccourci, dernière parole stupéfiante et véridique devant la guillotine. On a aussi La tortue d'Échille et autres morts stupides de l'histoire. Et on a, je crois que tu me l'as amené ce soir, c'est lui, L'évêque cochon, celui qui a fait brûler Jeanne d'Arc, et autres noms ridicules de l'histoire. Ou les titres à rallonge dont tu sembles raffoler. Et explique-nous aussi ta passion pour l'exhaustivité. Et je pose toutes mes questions et après tu réponds comme tu veux. Et d'après toi, est-ce que le rire est très lié au principe même des anthologies, des listes? Est-ce que le comique est quelque chose de littérairement lié à la liste, à ce qu'on dévite comme ça, à ce qu'on énonce presque à l'infini? Il y a une espèce de boulimie comme ça chez toi, d'envie de tout dire et de rire avec. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que c'est très frappant quand on lit... moi, j'ai jamais rencontré l'œuvre d'un auteur pour lequel les titres des livres étaient aussi longs. Moi, mon éditeur, chez Là-dessus, je fais des titres de 2 lignes, il hurle, il refuse. Pourquoi? Moi, ça m'intéresse, c'est le mot qui m'intéresse. Bien sûr. Mais arriver aussi de faire des titres courts. Mais c'est vrai que j'ai un goût pour les titres longs, qui est d'abord un goût de bibliophile. C'est vrai que depuis toujours, j'aime bien fouiner, chiner, pas seulement dans les bibliothèques, mais acquérir des vieux livres, même en mauvais état. Et c'est vrai que si on regarde les livres du XVIIe, XVIIIe, début du XIXe siècle, on a souvent des titres à rallonge qui sont presque comme des petits poèmes. Oui. Voilà. Et c'est vrai que je trouve ça délicieux. Et ça permet aussi de dire beaucoup de choses. Il y a tellement de livres là aussi. C'est vrai que quand vous avez l'histoire philosophique de la barbe, ou pogonologie, ou histoire philosophique de la barbe, bon, tout de suite, c'est un livre qu'on a envie d'acquérir. On ne connaît pas l'auteur, on ne sait pas s'il va être intéressant ou pas, mais il faut l'avoir, quoi. Voilà.
Et donc c'est vrai que je m'inscris un petit peu déjà dans cette tradition-là. Il y a un côté aussi camelot. J'aime beaucoup me promener dans les rues, écouter, et c'est vrai que si vous allez sur un marché, voilà, quelqu'un qui fait l'article, il essaie toujours de vous faire un petit peu rêver en disant venez voir, sujet extraordinaire, c'est incassable, etc. Et j'aime bien que le titre ait un petit côté forain, un petit côté camelot aussi comme ça. C'est aussi pratique quand on en fait la promotion, c'est-à-dire que les éditeurs qui des fois tiquent un petit peu sur un titre long se rendent compte qu'en fait ça va être comme un drapeau qui claque au vent. Voilà. Alors que les titres trop sobres en fait souvent ressemblent à des titres déjà existants. Et puis alors, bon, il y a les titres et puis il y a les mots. Et c'est vrai que j'ai constitué plusieurs dictionnaires ou ouvrages qui sont construits à la manière d'un dictionnaire, soit sur des noms propres, soit sur des noms communs peu courants, soit sur des termes d'argot. C'est toujours très drôle, les morts stupides de l'histoire, les noms ridicules de l'histoire. Enfin, tu aimes bien, avec ces listes-là, faire rire. C'est quand même D'abord parce que ça me fait rire moi-même. C'est-à-dire que... Tu as besoin de rire quand tu écris. Par exemple, les morts stupides, la tortue d'Eschyle, les morts stupides de l'histoire, je ne veux pas m'en attribuer tout le mérite, parce qu'en fait c'est un livre collectif, et qui est né, comment dirais-je, dans les circonstances suivantes. Il est né d'un repas. C'est-à-dire qu'on était un petit groupe d'historiens, et nous avions pris l'habitude de nous retrouver une fois par mois, grosso modo, dans un café que nous aimions bien, avec cuisine lyonnaise tout à fait irréprochable, et on se racontait des anecdotes, à la fois des ragots sur l'édition, et puis des histoires appartenant à la petite ou à la grande histoire, pour le coup, des anecdotes historiques. Et ce qui est toujours frappant, et j'essaye un peu de lutter contre ça, c'est que les historiens entre eux sont des gens qui rient tout le temps, qui se racontent plein d'histoires, qui échangent plein de choses, et qui souvent se retrouvent extrêmement guindés lorsqu'ils publient ou lorsqu'ils interviennent devant un public. Alors qu'à mon avis, si on a une jubilation dans l'évocation d'une anecdote, il faut la faire partager. C'est que l'anecdote, en tant qu'elle est jubilatoire, a une valeur. Et donc, au cours de ce repas, l'un d'entre nous, et franchement, nous avons trop bu pour que je me souvienne qui, commence à raconter une histoire de mort stupide. Et évidemment, tout le monde dit, mais ça c'est rien, pense à Eschyle avec sa tortue, et nous commençons à en raconter. Et puis l'un de nous se dit, mais en fait, il y en a tellement, il faudrait en faire un livre. C'est le genre de choses qui normalement est oublié. Et puis le lendemain, je m'en suis souvenu. Donc j'ai commencé à lister les anecdotes qui ont été racontées. J'ai envoyé des petits messages aux uns et aux autres. Mais si on le faisait vraiment. Et c'est ce qu'on a fait. Et en plus, ça a été un grand succès parce qu'on traitait de l'histoire, et aussi bien dans l'Antiquité que dans l'histoire moderne, dans tous les pays du monde. Donc c'est un livre, finalement, qui ne peut que cultiver celui qui le lit d'une manière ou d'une autre, mais que nous avons fait vraiment par jeu, et que les lecteurs, qui ont été finalement assez nombreux, ont lu, je pense, aussi en s'amusant, en fait, et sans avoir vraiment l'impression de lire un livre d'histoire. C'était plus un livre à gag, ou un livre macabre, ou je ne sais quoi. En plus, nous l'avions sorti le jour de la Toussaint, avec une couverture violette. Et voilà, tout à fait. Bon, avec ce petit goût du morbide sympathique, ou de la mort au coin de la rue, quoi, que j'aime bien. Et c'est vrai que souvent, les livres que je publie, en fait, procèdent de listes. Oui. C'est-à-dire que soit à la main, soit sur mon ordinateur, j'ai des listes, des fois assez longues, alphabétiques ou non, de mots ou de personnages qui ont un point commun. Et puis à un moment, cette liste s'étoffe, les histoires se développent et ça devient un livre. Mais souvent, ça commence par une liste, effectivement. Et c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on file dans le dialogue avec mon invité, toi en l'occurrence ce soir, c'est la première fois que je procède comme ça par liste aussi. J'ai eu physiquement besoin de faire comme ça. C'est contagieux. Ah oui, c'est un truc très très bizarre. Alors, une maladie que tu m'as collée ou que j'avais avant toi, je ne sais pas, c'est ton amour pour Paris. Paris, c'est un personnage dans ton œuvre littéraire. Je crois que tu adores cette ville. J'aimerais bien que tu nous parles de ton amour pour Paris. Et peut-être qu'on pourrait entendre, je ne sais pas si tu aimes lire, Bruno, ou si tu veux, je peux le faire, les premières
je lis ou... Oui, vas-y. Je lis alors, je vais lire les premières pages, puis tu nous parleras de ce livre pour le coup ensuite, de L'affreux du Panthéon. Parce qu'au Panthéon, il n'y a pas que des grands hommes, il y a aussi de drôles de personnes, et tu vas nous dire qui. En tout cas, le narrateur, au départ, se promène dans Paris avant de rentrer dans le Panthéon et de rencontrer, à la faveur d'une sorte de dialogue des morts, hein, cette espèce de fantôme, eh bien, le narrateur se promène dans Paris, et là c'est Bruno qui parle, et Bruno qui nous dit son amour incommensurable pour cette ville merveilleuse, qui est la nôtre aussi. Alors je lis un petit peu. Alors, l'empiré de la gloire. Paris n'est pas une grande ville, un vallon que guettent deux petites montagnes, et tout est dit. Impossible de se perdre là, dans ce relief élémentaire des bords de Seine. Depuis que je vis sur cet infime terroir, à pied, maintes fois, j'ai labouré ces terres. Les urbanistes ont beau les avoir pavées, goudronnées, construites, en avoir empierré les parcelles et peuplé les plus fétis de marais, percé le sol et le sous-sol de galeries, puits et garennes artificielles. J'y marche, comme à la campagne, suivant de préférence les rues tortueuses, m'orientant au soleil et à l'altitude de part et d'autre du fleuve. Rive droite, ce qui monte conduit à Montmartre, le vieux temple de Mars encore planté de vignes, l'asile des Parisiens légers et rieurs. Rive gauche, l'ascension mène à l'austère montagne Sainte-Geneviève, élégante et froide, un brin rigide et snob. Tout Paris, en somme, tient en la rue Soufflot. En bas, la plaine et son jardin des délices, l'exquis Luxembourg, où, parmi les fontaines et les statues, en ces taillis savants, les faunes sénatoriaux reluquent l'étudiante en goguette. En haut, l'empiré de la gloire et de la reconnaissance nationale. À mi-côté, bifurquant à droite par la rue Saint-Jacques, on peut encore s'enfuir vers le sud et pérégriner jusqu'à Compostelle, sur les traces des 5 coquillards qui vous faisaient si bien la peau du temps de François Villon. Mais l'ambitieux, le naïf, le provincial illuminé ou tout autre passant qui illusionne la cité grimpe la pente douce jusqu'au sommet de la montagne Sainte-Geneviève que couronne le Panthéon. Temple de tous les dieux, m'en voudras-tu? Des années durant, j'ai lorgné tes grises murailles sans les regarder, contourné ta masse comme d'un vague obstacle qu'on ignore et qu'on oublie. Longtemps, tu ne fus pour moi qu'un simple point de repère. Gros, scarabée triste et pensif, tu gisais là, figé, neurasthénique, sur ton monticule parisien, et moi, pressé de 1000 riens, allais et venais sans comprendre. Un cours par-ci, que je ne pouvais sécher, un éditeur par-là, qui peut-être jetterait un œil à mes manuscrits, une fête à petit budget, sous des combles estudiantins, une amie à lunettes, qui peut-être m'en trouverait son huile. Telles furent ces années vaines et fébriles que je passais à vibrionner autour de toi, sans te jeter un regard, hélas, sans changer à toi. Ne m'en veux pas, vieux coléoptère, j'étais jeune et ne pouvais savoir. Donc tu t'adresses au Panthéon. Le narrateur s'adresse. Le narrateur. Ah oui, c'est pas toi. Bon, d'accord. Voilà, pourtant j'ai cru reconnaître parfois des choses. Mais... Donc, cet amour que tu as pour Paris, dont tu parles, parce que Bruno Fulgny est historien, maître de conférences à Sciences Po, mais c'est simplement un très très grand écrivain. Hein. Je voulais qu'on entende un peu ta prose. Les amis qui sont là te connaissent, mais ça me semble très important. Pourquoi cet amour pour Paris? Et puis peut-être pour le Paris de la belle époque aussi, ce 19e dont tu as déjà parlé, sur lequel tu pourrais revenir, parce que c'est pas n'importe quel Paris qui te plaît. Dans ce petit extrait que je te remercie d'avoir lu, il est question d'une provinciale illuminée. Et ce personnage me ressemble plus que... Rastignac, oui, Corse. oui, Rastignacci. Bon, en fait, je connaissais Paris par les livres avant d'y arriver. Donc j'avais une vision sublime
guillemets, pas complètement fausse, mais très illusoire, de Paris, quand j'ai fini par enfin trouver un bon prétexte pour venir y vivre, quoi, y étudier, mais surtout m'y installer, y vivre. Mon premier loisir à Paris, assez vite j'ai compris que c'était vraiment très grand, beaucoup plus grand que je l'imaginais, parce que dans les romans on vous parle toujours des mêmes petits quartiers quand même, hein, qui sont bien plaisants, mais Paris c'est évidemment, d'abord c'est très grand, et puis maintenant je me rends compte avec le temps que quand on croit connaître un quartier, du coup on va en visiter d'autres, quand on revient le quartier a complètement changé, donc en fait c'est infini là aussi. Et donc mon premier loisir à Paris ça a été de me perdre, c'est-à-dire que en fait je faisais exprès de monter dans un bus pour descendre assez loin, et le jeu, c'était de rentrer chez moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert Paris. C'est-à-dire que j'ai passé vraiment, c'est pour ça que je séchais quand même beaucoup, hein. J'ai passé des journées entières à me perdre sciemment et à essayer de comprendre comment, voilà, où se trouvaient les quartiers, les rues, et à les fouiller, quoi, aller fouiner. Il y a une vingtaine d'années, tu m'as parlé d'un lieu qui t'avait fasciné tout près d'ici, avec les voies ferrées, là. Le quartier indien. Oui, bah, c'est vrai que ce quartier, ça fait longtemps que je n'y suis pas revenu, mais la première fois que je suis venu ici, c'est assez extraordinaire qu'il y ait une église réformée, un passe du curé par exemple. Moi, c'est le genre de choses qui suffisent à me réjouir, hein, je ne suis pas difficile. Et puis, je me rappelle qu'un jour, je m'étais promené dans le quartier de l'Évangile, vraiment tout près d'ici. Et j'étais avec une amie. Généralement, je faisais ces promenades tout seul, mais là, j'avais une amie qui était une bonne marcheuse, au sens le plus correct du terme, hein, et qui m'avait accompagné dans cette espèce de randonnée. Et puis, nous étions arrêtés devant une vieille maison qui avait beaucoup de charme en tant que vieille maison décrépite, hein, mais qui avait beaucoup de charme. Et simplement, nous avions interrompu notre marche, nous étions arrêtés comme ça, à regarder les fenêtres, etc. Et il y a un type qui arrivait en disant: vous cherchez un hôtel. Ça aussi c'est Paris, c'est ces petites choses drôles, quoi. Drôles. Et c'est vrai que voilà, je dois beaucoup à Paris, aussi bien effectivement les quartiers estudiantins, parce que quand j'ai étudié, je suis arrivé à Paris, c'était pour faire une Cagne Henri IV, donc que ce soit le Luxembourg, la rue Soufflot, tout ce quartier-là, j'y ai vraiment passé beaucoup de temps, mais aussi voilà, c'est vrai que par confort, je me promène plutôt rive gauche, mais en réalité, j'aime bien fouiner absolument partout, et aujourd'hui encore, même si je marche moins. Rive droite. Là, tu vas être content. Alors, tu y es. Alors, un autre thème qui t'est cher, Bruno, je crois, c'est le thème de l'utopie. Tu as écrit des livres dont je vais te donner les titres, hein, Les Constituants de l'Eldorado ou La République de Kounani. C'était ton premier livre en 97 aux éditions Plein-Champ. Je t'ai connu à ce moment-là. L'État, c'est moi, histoire des monarchies privées, principautés de fantaisie et autres républiques pirates, royaumes d'aventure, point. Ils ont fondé leur propre État. Alors, déjà, hein, on va rentrer encore dans ton intimité. Excuse-moi, je sais que tu détestes ça, mais moi je suis là pour t'embêter. Donc, je t'ai connu en 97, hein, 97, quand tu publiais ton premier livre, hein, Les Constituants de l'Eldorado, la République de Kounani. Et j'ai connu ton perroquet du Gabon, Kounani. Alors déjà, Bruno, comment va Kounani, ton perroquet du Gabon? Bah, le perroquet vit très longtemps. Hein, je pense qu'il va bien, c'est pour ça que je me permets de te demander. C'est un animal qui peut vivre 30 ans. Oh, certains vivent centenaires, donc c'est très paradoxal comme animal. Tu t'es séparé d'eux? Ah oui, en fait, j'étais comment dirais-je, je pense que je ne suis pas fait pour m'occuper d'animaux domestiques, ça nécessite une patience et un soin que je n'ai pas. Donc je pense qu'à un moment, j'ai un peu ouvert les yeux en considérant que cet animal, je l'avais acheté un peu sur un coup de tête. Je dois des moments extraordinaires, mais je ne m'en occupais pas assez bien. Il était beau, il était tout gris, voilà. Il avait une petite queue rouge. Comme, voilà, les gris du Gabon sont les perroquets les moins... comment dirais-je, les moins colorés, les moins visibles, mais ce sont les plus intelligents, eux qui ont le plus de vocabulaire. Et donc il avait appris toutes sortes de phrases. À une époque, j'avais mis beaucoup de slogans politiques. Par exemple. Qui était la première phrase qu'a prononcée ta grande fille Alice. Bruno a 2 enfants et sa grande, son aînée Alice, je me souviens, ma fille Dionymètre, elle parlait comme Kounani. Mais ce sont des animaux qui sont assez extraordinaires. Par exemple, à une époque, j'étais jeune, on faisait beaucoup la fête. Il avait appris à imiter le bruit du bouchon de champagne. Il suffisait de saisir une bouteille et il faisait pop comme ça. Donc c'était assez drôle. Bon, cela dit,
Il savait que son maître était heureux à ce moment-là. Voilà, exactement. Bon, puis après, je me suis rendu compte que je m'en occupais pas bien parce que ça nécessite beaucoup de soins et qu'en fait, je suis vraiment pas fait pour m'occuper d'un animal avec tout ce que ça suppose de proximité, etc. Et donc, j'ai cherché quelqu'un qui puisse s'en occuper et donc, je m'en suis ouvert un oiseleur en fait, et qui a fini par trouver quelqu'un assez extraordinaire. C'est une dame chinoise qui a fait de son appartement une véritable volière exotique où les oiseaux vivent, j'allais dire en liberté, non, puisqu'ils sont en appartement, mais dans tout l'appartement. Et donc aujourd'hui, Kounani parle chinois. Donc je ne sais pas quel slogan politique il scande, mais voilà. Et Kounani, en fait, je lui avais donné ce nom parce que c'est le nom d'une localité en Amazonie, pas très loin de la Guyane française, qui a été la capitale d'une république éphémère. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on ne savait pas vraiment où passait la frontière entre la Guyane française et le Brésil. On savait que c'était un fleuve, mais des fleuves, il y en a beaucoup là-bas. Donc évidemment, pour les Brésiliens, c'était le fleuve le plus au nord possible. Pour les Français, c'était le fleuve le plus au sud possible. Bref, il y avait une très grande zone indéterminée. Et du coup, un groupe d'aventuriers a eu l'idée d'en proclamer l'indépendance. Et il se trouve que, on parlait de secret, d'archives, au Quai d'Orsay, j'avais retrouvé les archives de cette république, en quelque sorte, toute la correspondance diplomatique qui avait pu susciter l'émergence d'un État que personne n'attendait dans ce coin un petit peu oublié de tous. Et puis c'était assez délicieux parce que les gens qui avaient proclamé l'indépendance étaient des Français, mais en rupture de banc avec la France, et les gens qui localement les soutenaient, en fait, c'était des Noirs qui avaient fui les plantations brésiliennes, ils ne parlaient pas français, ils n'avaient jamais vu la France, mais pour eux, la France, c'était l'abolition de l'esclavage. Et comme la France ne voulait pas annexer le territoire, ils se sont dit, c'est pas grave, on va faire une république sur le modèle de la République française, et puis on sera alliés. Et là où l'histoire devient carrément poétique, c'est que tous les gens qui ont proclamé l'indépendance de l'État kounanien, il faut l'appeler par son nom, avaient bien conscience que, bon, certes, ils contrôlaient le territoire, mais que dans les cénacles internationaux, ne présentaient pas très bien, quoi. C'était plutôt des chercheurs d'or, des aventuriers, des voyous, des esclaves en fuite, enfin bon, ça ressemblait plus à un équipage de pirates qu'au personnel d'une ambassade. Et donc ils se sont dit, bon, il nous faudrait quand même un président qui présente bien. Et l'un des aventuriers avait connu à Paris un écrivain, mais alors complètement raté, une sorte de sous Jules Verne, qui vivait péniblement de petites piges dans des journaux comme le Journal des Voyages, etc. Et qui était quand même un notable, puisqu'il était conseiller municipal à Vanves. Vraiment, quand même, quelqu'un de sérieux. Et donc, eh bien, ils l'ont fait plébisciter président à vie de la République de Kounani où il n'avait jamais mis les pieds, et on lui a envoyé un télégramme. Et donc on a un brave type qui, chez lui avant, je suis allé, la maison existe toujours, voit un jour arriver le facteur, un télégramme, en plus il portait un nom merveilleux, Jules Gros, donc vraiment le personnage de la Troisième République dans toute sa splendeur, un personnage de vaudeville, quoi. Et donc Jules Gros reçoit un télégramme où il dit, voilà, vous venez d'être plébiscité président à vie de la République de Kounani. Et il y a une réponse, et il a fait télégraphier, dites aux citoyens de Kounani que j'accepte. Et à partir de là, toute l'histoire de ce brave conseiller municipal de Vanves qui, du jour au lendemain, se retrouve propulsé au rang de chef d'État sud-américain, mais qui n'arrivera jamais à mettre les pieds dans son pays. Voilà. Et donc, ces archives m'ont réjoui, et puis j'en ai fait effectivement un livre qui a été mon premier livre. Et cette passion que tu as pour les utopies, voilà, comment tu peux nous l'expliquer? Qu'est-ce que d'après toi les utopies peuvent nous apprendre à nous, hommes du XXIe siècle? Quel enseignement très sage est-ce qu'il peut y avoir derrière cette folie-là? Je ne pense pas qu'il y ait de sagesse. Je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la liberté. Et ce que je disais de Paris, pour moi c'était une utopie quand j'ai débarqué. Et je pense que pour d'autres ça a été Kounani ou d'autres territoires que l'imagination a investi de toutes sortes de pouvoirs, de potentiel. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans toutes ces histoires, qui en fait se ressemblent toutes, et c'est presque ça qui les rend intéressantes paradoxalement, c'est qu'à différentes époques, que ce soit sur des îles de l'océan Indien, au fin fond de l'Amazonie, dans le Far West, en Afrique, et aujourd'hui, des fois ça se passe même dans des zones qui n'ont rien d'exotique, il y a des gens qui se rassemblent avec l'idée que sur ce territoire-là, il va se passer des choses extraordinaires, et on va faire en sorte
qu'il se passe des choses extraordinaires. Et voilà, j'ai essayé de rassembler des informations sur ces expériences-là, voir ce qu'elles avaient de commun et puis ce qu'elles avaient de singulier à chaque fois aussi. Alors, on a bien compris, puisqu'en t'entendant il y a un instant, quand tu nous racontais que Kounani, sa phrase préférée, c'était le pop du bruit du bouchon de champagne qui sautait. La gourmandise, je crois que c'est quelque chose d'important aussi dans ton œuvre littéraire. Hein. Les gastronomes de l'extrême, du potage de hanneton au rôti de baleineau, les repas des grands voyageurs racontés par eux-mêmes. Alors, la bonne chère est importante pour toi, et je me souviens de tes invitations rue Daguerre dans un restaurant qui n'existe plus aujourd'hui, le vin des rues. C'était des soirées rabelaisiennes, il fallait s'envoyer 6 plats, enfin c'était assez monstrueux, et puis si on ne mangeait pas, Fulini il n'était pas content, donc c'est quelque chose, je crois, qui structure ton travail, ta réflexion, ton écriture. Tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, l'idée d'un de tes livres est venue d'une soirée bien arrosée, un repas avec tes amis. Donc quel lien intime établis-tu entre la littérature, les lettres et la gastronomie? Là, on revient au 19e siècle, en fait. C'est au tout début du 19e siècle qu'a été forgé le mot gastronomie, et qui est typiquement un mot du 19e siècle. On va faire des lois, la gastronomie, on va faire des lois avec ce qui est gastrique, ce qu'on mange, la nourriture. C'est curieux, à la base, comme projet. Et c'est utopique. Parce qu'à partir du moment où on fait des lois, on fait des listes, on fait des catégories, enfin, et donc Brillat-Savarin inventant la science gastronomique, ou le poète Berchoux qui forge le mot gastronomie à ce moment-là, ils sont déjà, peut-être même sans s'en rendre compte, dans une logique utopique. Les grands écrivains du 19e siècle sont aussi des mangeurs. Balzac, bien sûr, Dumas. Vous savez que Dumas, bon, son œuvre est... oui, aussi. Il n'y a guère que Hugo qui était un mangeur un peu paradoxal, un peu étrange, je dirais. Mais enfin, il mangeait quand même. Mais c'était un peu particulier. En revanche, Dumas, dans son œuvre qui est tellement foisonnante, tellement extraordinaire, il y a un livre qui occupe une place à part et que, bien sûr, j'ai chez moi et dans lequel je me replonge en permanence, c'est le Grand Dictionnaire de cuisine. Et en fait, c'est le livre qui l'a tué. Tout simplement, puisqu'il voulait essayer toutes les recettes. Donc à la fin de sa vie, il s'est retiré en Normandie avec une espèce de gouvernante qui lui faisait les plats les plus invraisemblables. Il goûtait, il regoûtait, il perfectionnait. Il y a plein de conseils culinaires qui sont extraordinaires dedans, mais par contre, il en est mort, en fait. Et donc c'est un livre assez singulier, c'est un livre encyclopédique, c'est un dictionnaire. Vous trouvez aussi bien des recettes de cuisine française, je dirais un peu plus bourgeoise et classique, que la recette pour préparer un pied d'éléphant. Si jamais vous trouvez au marché un pied d'éléphant, il vous explique comment le préparer avec du madère, des épices pour bien l'attendrir, etc. Bon, et ça c'est typiquement le genre de choses que je trouve réjouissante. Dans l'utopie... C'est la littérature, tout ça. C'est lié parce que, comment dirais-je... En fait, on ne mange pas le pied d'éléphant. Ça n'existe pas. En fait... c'est un cadeau royal au Cambodge, au Laos, voilà. Et donc un monarque ou un chef important peut offrir un pied d'éléphant à un autre pour lui montrer, parce qu'il faut quand même tuer un éléphant pour avoir des pieds d'éléphant. Hein. Donc c'est pas facile et c'est coûteux. Donc c'est une façon d'honorer les monarques dans l'Indochine d'autrefois. Mais simplement, quand un esprit comme Dumas apprend cela, évidemment, il en fait autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas, mais il a saisi l'idée, et puis il est quand même allé voir un des grands chefs de son temps pour lui demander, si j'avais des pieds d'éléphant, comment je ferais pour les rendre mangeables. Et l'autre a réfléchi, et si on lit la recette, en fait, elle est faisable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu deux intelligences, une intelligence littéraire, une intelligence pratique, technique, professionnelle, qui se sont alliées pour partir d'une hypothèse absurde, je trouve des pieds d'éléphant au marché, et pour aboutir à une solution, je fais une recette délicieuse. Et la recette est faisable, et elle est logique, puisqu'en fait, comme a priori c'est quelque chose de caoutchouteux et de pas très savoureux, eh bien il faut faire cuire ça très longtemps, après l'avoir fait mariner, et puis avec beaucoup d'épices. Et là, lorsque Dumas fait ce type de travail, en fait, il fait œuvre de pataphysique, puisque la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires. Là, on a typiquement un cas de solution imaginaire, et c'est là que c'est intéressant. Et puis c'est vrai qu'entre comment dirais-je,
la gastronomie, le banquet, etc. Et la production littéraire, il y a cette dimension organique aussi qui est... moi, je crois peu aux poètes éthérés. Je plains les poètes faméliques et... Dans le 19e que tu aimes tant, il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais si Il y on a regarde... il y a deux Oui, familles. mais il compensait en buvant. Il buvait beaucoup. J'aime beaucoup Raoul Ponchon, par exemple, qui était pas un gros mangeur, mais tout simplement parce que c'était un alcoolique absolu. Alors, le temps passe très vite. Bruno, je voudrais qu'on en vienne à un autre thème qui structure ton œuvre, je pense, c'est le thème de la folie. Il y a beaucoup de fous dans ton œuvre littéraire. Votez fou, point d'exclamation, candidat bizarre, utopiste, chimérique, mystique, marginaux, farceurs, farfelus, de 1848 à nos jours, les élus auxquels vous avez échappé. Encore un titre incroyable. Et puis, c'est de ça dont je voudrais qu'on parle plus précisément, le feu follet de la République, Philibert Besson, député, visionnaire et martyr. Alors déjà, j'ai écrit « Montrer la photo », page 64. C'est pas possible. Donc voilà. Et puis lire page 17. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a page 17. Ah, mais ça, c'était Jean-Baptiste qui avait dû trouver dans Marianne un passage, quelque chose sur toi il y a quelques années. Donc page 17. Je crois que tu parles à sa place. J'aimerais que tu nous dises pourquoi tu as endossé ce... Parce qu'il y a un jeu. Fulini, machin. Tu veux que je lise? Alors, je vous lis. Tu veux pas lire? Je lis alors. Donc, c'est Philibert Besson qui parle pour que vous connaissiez un peu le personnage et puis Bruno va vous expliquer un peu plus avant les choses ensuite. Je lis très rapidement. Le fistou. C'est le titre du chapitre. Je m'appelle Philibert Besson. Un nom pour plaque de rue, un nom aggravé dans la pierre. Il faudrait que toute municipalité républicaine ait sa place Philibert Besson. Entre la rue Théodule Ribaud et le boulevard Casimir Perrier, non loin du square Camille C, du lycée Paul Bert et de l'avenue du général Archinard. Pourtant, aucun tiret ne relie Philibert à Besson. Sur aucun plan d'aucune ville, si ce n'est celui de ma commune natale, une métropole de 1400 âmes, et les 15 lettres qui composent mon identité n'ont été creusées et dorées que dans le marbre de ma pierre tombale pour l'épitaphe. Philibert Besson, ancien député de la Haute-Loire, décédé le 17 mars 1941 à l'âge de 42 ans. Oui, monsieur, ancien député de la Haute-Loire, élu de la première circonscription du Puy-en-Velay. Moi, Philibert Besson, représentant du peuple, assassiné par les ennemis du peuple, j'appartiens maintenant à la longue cohorte de ces 16 000 anciens parlementaires depuis la réunion des États généraux, puissants, le temps d'une mandature, recherchée, courtisée par tous les solliciteurs du département, célèbres ou croyants, lettres, et que le trépas fit tout de suite rentrer dans le plus strict anonymat. Seule une petite fraction de Français, septuagénaires pour le moins, se souvient encore de mes Freuden. Mon père était marchand de vin, rien que marchand de vin, mais avec cela, les prénoms cuistres, alambiqués, farfelus de Philibert, Hippolyte, Marcelin, évidente promesse d'ascension sociale. Les deux premiers étaient d'ailleurs ceux de mon père, dont me baptisa ma pauvre mère en souvenir de lui, car je ne l'ai jamais vu, mon père, monsieur. J'ai grandi sans lui, qui mourut juste avant ma naissance. Un coup de pied de cheval, l'hémorragie, la fièvre, Philibert, Jean-Hippolyte Besson quitta ce monde le 24 février 1898, sans attendre l'apparition du petit Philibert Hippolyte Marcelin, enfant posthume né le 6 juin de la même année à Voray, sur Arzon, Haute-Loire. Bon, alors, qu'est-ce qu'il t'a pris d'écrire le feu follet de la République, cet homme que, en fait, on ne connaît pas, on a vu son visage étonnant il y a un instant. C'était quoi ton programme, qu'est-ce que tu visais? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bon, bien des choses. Alors il y a une particularité aussi, c'est que je travaille à l'Assemblée nationale. Donc dans ce lieu qui n'est vraiment pas neutre, hein, qui est le Palais Bourbon. Et à l'époque où j'ai écrit ce livre, qui est un de mes premiers livres oui. Aussi, donc j'arrivais au Palais Bourbon, je faisais partie de l'équipe qui rédige les comptes rendus des séances. Et en particulier, beaucoup de séances au Palais Bourbon, y compris des séances de nuit. Et lorsqu'une séance se termine à 1h30 du matin
et que le hasard fait que vous êtes le dernier à avoir pris le dernier quart d'heure de la séance, eh bien, vous allez rester au Palais Bourbon jusqu'à facilement 3 heures du matin, puisqu'il faut rédiger le compte-rendu avant de partir. Et donc, j'ai eu assez vite cette expérience un peu étrange d'avoir une journée de travail complètement décalée et de traverser un Palais Bourbon vide au milieu de la nuit. En sortant en plus de séances qui étaient parfois passionnantes, mais parfois moins, parce que quand le dernier quart d'heure, c'est un débat fiscal vraiment particulièrement obscur, animé par des députés ariégeois qui ont un accent à couper au couteau, et bon, c'est difficile, et c'est pas toujours aussi exaltant qu'on pourrait le croire. Et donc, quand j'ai appris qu'il y avait eu dans notre histoire un député qui sortait de l'hôpital psychiatrique quand il a été élu, effectivement, il a la tête de l'emploi, mais c'est vraiment son portrait. Je n'ai pas retouché la photo. Il avait vraiment cette allure-là, et il est devenu populaire pour cela. Bon, ça m'a intéressé. Et un jour, en rentrant chez moi, en traversant la salle des 4 colonnes, qui évidemment à 15 heures est un véritable forum, mais 12 heures plus tard est un lieu un peu sépulcral, j'ai eu l'idée que, tiens, pouvait flotter là le fantôme de Philibert Besson. Et que peut-être il pourrait me raconter son histoire. C'est ce qui s'est passé. J'ai croisé le fantôme de Philibert Besson, et dans cet univers très réglé, quand même un peu pesant, compliqué aussi, qui est le petit monde parlementaire et le Palais Bourbon, et bien voilà, Philibert Besson m'a raconté sa vie, qui est une vie assez étonnante. Et pour moi, c'est là où, comment dirais-je, pour moi, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation entre le travail de l'écrivain et le travail de l'historien. C'est-à-dire que tout ce qui est raconté dans ce livre est rigoureusement authentique. C'est pas un personnage que j'ai inventé, c'est pas un personnage que j'ai transfiguré. Je me suis procuré la totalité des discours qu'il a prononcés, j'ai consulté ses dossiers de police, je suis allé en Haute-Loire et j'ai retrouvé chez un petit cousin à lui toutes ses archives personnelles, ses cahiers d'écolier, les lettres qu'il écrivait à sa mère, tout. Donc j'ai fait un travail extrêmement poussé pour essayer de comprendre qui était ce personnage, avec, je pense, toutes les sources qu'on peut trouver, car depuis je reste à l'affût et je n'ai rien trouvé depuis la parution de ce livre qui apporte un jour nouveau sur ce bonhomme. Mais si j'avais fait, je dirais, une thèse sur Philibert Besson, un élu indépendant en Haute-Loire de 1932 à 1935, ça n'aurait pas passionné grand monde, et puis ça n'aboutissait à rien. Alors que le faire revivre, c'était non seulement le faire revivre lui, mais faire revivre aussi toute son époque. Et c'est là aussi que parfois l'anecdote, le petit personnage oublié, c'est une clé, c'est un chemin. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a été élu dans les années 30, au moment où la grande crise arrive en France. Et c'est un élu protestataire, il sort encore une fois de l'hôpital psychiatrique, il est complètement jeté, Philibert. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Et qu'est-ce qui fait que tout le monde se dit, mais vraiment, il est cinglé, on va aller lire pour embêter le préfet et pour embêter le gouvernement. C'est ce qui se passe. Il dit, par exemple, qui va totalement contre toutes les croyances de son temps, il dit, voilà, moi, la guerre de 14, j'y étais. Vous dites tous que c'est la der des der, et ben non, il y en aura d'autres des guerres mondiales. Oh, Philibert, arrête, etc. Voilà. Il explique que, bon, on pourrait peut-être à la limite éviter une nouvelle guerre, mais alors il faudrait s'y prendre autrement. Et par exemple, il faudrait que les économies européennes soient moins rivales, et il propose de créer une monnaie européenne. Complètement cinglé. Et donc, vous voyez, c'est là aussi où l'histoire devient ironique, parce que qui est fou ? Et très souvent, les personnages qui en politique sont considérés comme fous sont juste des personnages qui sont à contre-temps. Ils viennent trop tard ou trop tôt. Et évidemment, donc, alors certains échouent, ce sont de simples candidats, mais qui annoncent des idées. Moi, je suis venu à l'histoire par l'histoire des idées. Au départ, j'avais fait des études de philosophie. Et ça m'a toujours intéressé de voir comment une idée, un concept, un mot, arrive à un moment dans le débat public. Et souvent, ce mot est apporté par des personnages marginaux. Et puis au bout de quelques temps, l'idée prend racine, l'idée se généralise et puis devient une banalité finalement. Je voudrais surtout inquiéter personne et n'appeler pas un médecin, mais je dialogue vraiment avec eux. C'est comme s'ils étaient là. Et tout à l'heure, quand je disais que quand je me promène dans une rue de Paris, des fois j'ai l'impression de voir Hugo ou Daumier, c'est pas que j'ai des visions, mais je me dis tiens, voilà, là il aurait pu être là, il est passé là, il s'est pas. Victor Hugo président. Par exemple. Bah oui, le H qui inscrivait son initial dans la géographie parisienne est un petit peu abîmé, mais ne s'est pas effondré. Donc, mais c'est vrai que tous ces personnages
j'essaye de les entendre. Et comment dirais-je, c'est pour ça d'ailleurs qu'à certains moments j'ai aussi écrit pour la scène, avec l'idée de travailler avec des comédiens pour la télévision plus modestement, mais c'est toujours la même idée, c'est de s'emparer de textes historiques, et surtout quand c'est des politiques, c'est-à-dire des gens qui s'adressent, qui parlent, qui interpellent la foule, qui interpellent le peuple, etc. C'est un peu dommage, je trouve, de les évoquer à la troisième personne. Il vaut mieux ouvrir les guillemets et leur donner la parole, quitte à commenter, quitte à faire sentir tout ce qu'il peut y avoir d'abusif parfois dans leur prise de parole, dans leur prise de position. Mais il faut les laisser vivre et les laisser se défendre et s'affirmer, quoi. Quitte à leur taper un peu sur la tête à certains moments. Mais c'est vrai que d'un certain point de vue, ces personnages, moi je les entends. Si je les fais parler dans mes livres, c'est parce que moi je les entends parler. Où j'ai du plaisir à les lire, et quand je lis le compte-rendu d'un discours, par exemple, ou quand je lis un tract électoral très ancien, il y a comme une rumeur. J'ai vraiment l'impression que la personne est en train de faire campagne. Oui. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre dialogue à tous les deux. On va laisser la parole aux gens qui sont venus t'écouter, à tes lecteurs. Juste parce que je ne veux pas oublier, il y a quand même 2 très beaux livres. Mata Hari, Les vies insolentes de l'agent H21, aux éditions Gallimard, c'est sublime. Tu peux nous parler aussi de Mata Hari si tu veux. Et puis, l'Atlas des zones extraterrestres. Parce que voilà, l'utopie ne suffisant pas, il faut quitter la Terre à un moment donné, et c'est assez sidérant aussi. Donc, Bruno, voilà, les gens qui sont là.